Aujourd'hui commence donc au Parlement la bataille des retraites. Faut pas laisser la droite nous dicter ce qu'elle a envie de faire. Donc voilà, c'est par rapport à ça et par rapport à nos enfants aussi qui sont là. Donc voilà, c'est aussi pour eux qu'on est là. Monsieur le Premier ministre, en ce moment même, plusieurs millions de nos concitoyens défilent dans les rues de France. Pour la 4e fois en un mois, les sondages font apparaître que 70% de nos compatriotes sont opposés à cette réforme des retraites. Je vous le dis solennellement, Monsieur le Premier ministre, il est de votre responsabilité d'ouvrir une discussion sincère qui permette de mettre tout sur la table et de trouver une issue. C'est ce que le pays attend de vous. Beaucoup de monde dans les rues de France et à Nantes en particulier. C'est le reflet d'une inquiétude profonde des salariés parce qu'ils ont compris maintenant, c'est clair, la réforme du gouvernement, la réforme des retraites, elle est profondément injuste. Et surtout, elle ne préserve pas l'avenir. 90% de l'effort est supporté par les seuls salariés, 10% par les revenus du capital. Donc là, le déséquilibre, il est considérable. Il y a un autre projet qui est celui des socialistes qui, lui, fait porter l'effort à 50% sur les salariés, à 50% sur les revenus du capital. Un projet injuste, un projet brutal et un projet qui ne préserve pas l'avenir. Ce que je sais, c'est que pour les Français, la retraite, ça fait partie du contrat social. Et qu'aujourd'hui, ce contrat social, cet acquis social est mis à mal. Parce que tout le monde a compris que depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République, c'est l'injustice qui est au rendez-vous. Cet après-midi, vous verrez qu'il y a non seulement des députés de grand talent, mais qu'il y a aussi un contre-projet. Ça sera bien projet contre projet sur la réforme des retraites, pour donner un espoir aux Français. Je monte à cette tribune que Bernard Accoyer vient d'interdire ce matin à 142 députés de la nation. Les Français doivent comprendre que si nous ne sommes pas parvenus aujourd'hui à faire entendre leurs revendications, leur exaspération, leur colère tout simplement, que cela ne doit pas les conduire à la résignation ou à l'abattement, parce que le combat continue, la bataille n'est pas finie. Eh bien, si le baril continuait de grimper, on pourrait atteindre les 2 € le litre. Hausse du prix du pétrole, hausse du prix de l'électricité et du prix du gaz. Cette flambée simultanée des prix de l'énergie pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français. Quand en province, les mètres carrés ont augmenté d'un peu plus de 4% en moyenne, en Ile-de-France et à Paris, les prix ont eux bondi de plus de 14%. On ne peut pas rester là en regardant la situation. Nous, ce que nous proposons pour l'énergie, c'est un forfait énergie, un peu comme sur le modèle forfait téléphone, forfait internet, où là vous avez un accès à l'énergie pour tout le monde et puis ensuite si vous dépensez plus, vous payez plus cher. Je pense qu'il faut se donner une perspective de sortir de la dépendance à la fois du pétrole et à la fois du nucléaire. Autre chose que nous proposons, c'est la régulation des loyers pour que lorsqu'on reloue un logement, on n'en profite pas pour augmenter encore plus. Puis enfin, sur les salaires, il faut une négociation. Nous conditionnons ces aides, la poursuite de ces aides à des négociations salariales par branche et par entreprise pour que soit pris en compte le problème du pouvoir d'achat qui ne concerne pas que l'énergie, mais qui concerne aussi les dépenses courantes d'alimentation. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Il faudrait que la France condamne. Moi, je condamne la répression. On tire sur des gens. Il y a des morts. Souhaitez-vous que Ben Ali quitte le pouvoir? Je crois que c'est inévitable. Il faut qu'effectivement il parte, mais qu'il y ait une solution qui soit une solution démocratique. C'est une déclaration. Quand on fait le bilan de la présidence de Nicolas Sarkozy en matière de politique étrangère, il y a eu une succession d'erreurs, de maladresses et un affaiblissement de la position française, de l'influence de la France, de la crédibilité de la France. Il faut aborder les problèmes en face, mais il faut les voir comme une opportunité historique, effectivement, pour le monde arabe. Il est clair que l'Union pour la Méditerranée, lancée par Nicolas Sarkozy, partait de l'idée qu'il faut une politique européenne pour la Méditerranée. Mais il l'a fait tout seul. Avec la Tunisie, avec Ben Ali, avec Moubarak, qui voyait président de cette union. Ça a foiré, ça n'a pas marché. Et il faut reprendre complètement cette question, mais avec les autres Européens, et notamment l'Allemagne, pour qu'on ait une politique
qui permettent un développement durable, économique et social des pays du sud de la Méditerranée, mais une politique pour les deux rives de la Méditerranée, mais qui ne soit pas simplement une politique de la France. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. Avez-vous renoncé à tous vos projets d'expulsion de migrants afghans vers l'Afghanistan? Non, c'est pas grave. C'est la première fois qu'un grand pays associe immigration et identité nationale. En 1905, il y avait très peu de musulmans en France. Je vais vous dire franchement, j'en ai assez de cette France de la peur. Tous les jours, on tient un discours anxiogène. Heureusement, le président a pris la tête de la croisade. C'est quand même pas rien ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai lancé un appel aux journées parlementaires de Pau. Après avoir longuement décrit ce qu'il appelle une république à l'envers, en clair, une république qui travaille aux intérêts de quelques-uns, Jean-Marc Ayrault, le patron des socialistes à l'Assemblée nationale, a lancé un appel à tous les républicains. Et cela dépasse largement le groupe socialiste. Écoutez. Il existe des républicains sincères, à droite aussi. Nombreux parmi ceux-là ont jusqu'ici fermé les yeux, préférant ne voir que des dérapages. Ils constatent désormais qu'il s'agit bien de dérives. Et je les appelle, avec humilité certes, à forcer un peu leur courage, à sortir du rang. Après l'échec du débat sur l'identité nationale, cette fois le chef de l'État lancera un débat sur l'islam. Tant que les gens ne se manifestent pas, ne disent pas leur injustice, leur ras-le-bol face à cette situation, ils continueront à taper dessus. Donc je suggère très fortement à M. Sarkozy et M. Fillon, M. Copé de recentrer leur débat sur des vrais problèmes de Français, sur nos vrais problèmes, à nous, citoyens français. Si on veut faire reculer l'islam des rues et des caves, il n'y a qu'un moyen, c'est d'accepter que l'islam puisse s'exprimer comme la religion catholique dans les églises ou la religion protestante dans les temples ou la religion juive dans les synagogues, que l'islam puisse aussi s'exprimer dans des mosquées. Et les mêmes qui combattent l'islam des rues et des caves, ce sont ceux-là qui empêchent les permis de construire pour que les musulmans puissent, comme les autres religions, exprimer leur culte. J'ai tenté par cette stratégie de courir derrière Marine Le Pen. Et je vais vous dire, Marine Le Pen courra toujours plus vite que lui. Je veux une république irréprochable. On a tous en tête le conflit d'intérêts spectaculaire du ministre du Budget, M. Woerth, et qui était en même temps trésorier de l'UMP et qui rencontrait les donateurs pour leur dire surtout, vous inquiétez pas, on ne touchera pas au bouclier fiscal. Ça, c'est typique le conflit d'intérêts, et donc nous voulons inscrire dans la loi l'interdiction de cette possibilité. Le président de la République, c'est l'homme de la nation. Ce n'est pas l'homme d'un parti. Ce n'est pas l'homme d'un clan. Ce quinquennat de Nicolas Sarkozy a commencé avec une réception aux Fouquet's. Qui était là pour fêter la victoire de Nicolas Sarkozy? Tous ceux qui avaient contribué à sa campagne, les grandes fortunes, tous ceux qui avaient un intérêt à l'élection de Nicolas Sarkozy. Je veux que tous sachent que dans mon esprit, comme dans mon cœur, ils ont une place, ils ont un avenir. Non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2. Donc ça, c'est déjà un point. Suppression de postes massifs dans l'éducation nationale, moins 16 000 postes. Dans la police, plusieurs milliers de postes. Ça crée un climat. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires, c'est comme pour les autres salariés, il n'augmente pas. Et puis, on parle aussi de modifier le calcul de leur retraite. Et puis enfin, maintenant, on apprend qu'on pourra les licencier facilement. Quand vous cumulez tout ça, ça crée un climat. Je veux que le Parlement ait davantage de pouvoir. Quand on demande une commission d'enquête sur les sondages de l'Élysée, on nous l'interdit. Quand on demande une commission d'enquête, par exemple, sur les suicides à Fiance Télécom, on nous l'interdit. Quand on demande une commission d'enquête sur l'affaire Woerth-Bettencourt, on nous l'interdit. Je veux défendre la Ve République, mais je veux changer la pratique de la République. Plus de simplicité, plus de proximité, plus d'humilité, plus d'authenticité. La façon dont est conduite la réforme des armées n'est plus acceptée par les militaires. Les CRS se mettent en grève. Les magistrats, les policiers, les gendarmes, les agents de probation, les personnels pénitentiaires expriment leur colère. Les diplomates sortent de leurs réserves pour signifier leur malaise. Je veux donner à chacun sa chance. Je veux être le président de tous les Français. Depuis 4 ans, la politique que vous conduisez a conservé un seul cap. Vous avez oublié le pouvoir d'achat des Français, vous avez foulé aux pieds la République irréprochable, échoué sur la sécurité, mais il y a un seul point sur lequel vous n'avez jamais renoncé. Le bien-être des 2% des contribuables les plus riches de notre pays. 0,01% les plus riches qui jouent de toutes les niches fiscales pour éviter de contribuer à l'intérêt général. L'abrogation du bouclier fiscal n'est en réalité qu'un rideau de fumée. Votre duplicité,
vous a conduit à remplacer un cadeau de 700 millions par an aux grandes fortunes par un chèque de 2 milliards d'euros au même. Toutes ces mesures fiscales en faveur des plus aisés qu'il a accordées depuis 2007, c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État d'environ 24 milliards. Vous vous rendez compte, au moment où la dette continue d'augmenter et les déficits aussi. Donc comment faire s'il n'y a pas de justice fiscale? Ça va être le grand débat de l'élection présidentielle. Zéro vote contre, zéro abstention. On est capable de réunir les Français autour d'un projet qui s'appuie d'abord sur les valeurs de la République. Les valeurs de la République, les principes d'égalité de tous les citoyens devant la loi, la justice sociale, tout ce qui va contribuer à rassembler les Français, les mobiliser. Il y a des priorités. Ces priorités, évidemment, c'est la politique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. C'est aussi la réussite scolaire et éducative. Et donc, c'est la question de l'éducation. Et c'est aussi toute la démocratie qu'il faut remettre en chantier, qui doit être vivante à tous les niveaux de la société. Pas seulement au sommet de l'État avec le président de la République, mais au niveau du Parlement, la démocratie politique, mais aussi la démocratie sociale, et puis la démocratie locale, la démocratie territoriale qui est aujourd'hui bloquée. Chaque jour, ici et par-delà ces murs, où l'on bafoue la démocratie, avec mes amis de la gauche, démocratique et républicaine, et tous les républicains, oui, nous continuons à nous mobiliser et à nous battre pour ouvrir d'autres voies qui sont celles du renouveau et de l'alternance. Ensemble, oui, c'est notre mission, c'est notre engagement. Nous voulons remettre la République à l'endroit.